et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier et mon collègue Jasmin Leroux. Cette semaine, je vous retrouve dans la chronique équipement. On va vous parler de sacs de hockey et aussi sur la glace avec Steve Brûlé. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour eux aujourd'hui? Bien, moi, Denis, est-ce que tu t'es déjà demandé où étaient faites les rondelles de hockey de la Ligue nationale de hockey? Eh bien, elles sont faites à Saint-Jérôme depuis plus de 30 ans maintenant. On est allé visiter cette usine-là. Elle s'appelle l'usine Soucy-Baron à Saint-Jérôme et on vous amène dans quelques instants pour visiter ces installations-là. C'est bien intéressant. Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. Hockey le magazine vous fait découvrir cette semaine comment sont faites les rondelles qui sont distribuées dans les arénas de la Ligue nationale de hockey. Je suis avec Guy Mérédite, qui est superviseur aux opérations à l'usine Soucy-Baron. Monsieur Mérédite, on est dans votre environnement ici, dans votre cuisine, vraiment. Je vais vous demander d'abord comment ça se passe, la fabrication d'une rondelle de hockey. On va y aller peut-être étape par étape un peu, mais vous avez un travail qui est bien particulier ici. Effectivement, on a plusieurs étapes pour la fabrication des rondelles. La première étape, c'est le mélangeage, qui consiste à prendre tous les ingrédients, les matières premières, le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, et les mettre dans une machine, un mélangeur, pour obtenir le caoutchouc qui n'est pas encore vulcanisé à cette étape. Ensuite, on va prendre le caoutchouc non vulcanisé, on va le conditionner, on va le réchauffer sur des gros rouleaux pour être capable de préparer le caoutchouc et le rentrer dans un préformeur. Et le préformeur, lui, va servir à couper les ébauches de caoutchouc, les espèces de petits cubes de caoutchouc, pour les avoir au bon poids. Ensuite de ça, on va les passer au travers d'un frigère. C'est seulement pour arrêter, pour refroidir le caoutchouc, pour être sûr que ça ne commence pas à vulcaniser, étant donné qu'il y a quand même de la chaleur qui sort. Pour arrêter la du réaction préformeur. chimique, là. Exactement. On veut vraiment avoir la réaction chimique quand on est rendu à l'étape de moulage, où ce qu'on met les cubes dans les moules et on les cuit pendant 12 minutes à 170 degrés. C'est là qu'on veut que la réaction chimique se fasse et les accélérateurs rentrent en action pour que ça cuit. Et il va y avoir aussi de l'inspection, des tests, différents tests qu'on va faire pour être sûr que la rondelle est conforme et qu'elle rencontre toutes les exigences de la Ligue nationale qui sont les plus élevées au monde. Justement, vous en parlez un petit peu. C'est une fierté, je suppose, pour vous de distribuer cette rondelle pour la Ligue nationale depuis longtemps. Quel genre de test vous faites pour vous assurer d'avoir cette rondelle qui est parfaite et qui est conforme aux normes que vous êtes fixées et que la Ligue nationale a fixées également? Effectivement, on fait près d'une dizaine de tests sur la rondelle. Ça va partir de s'assurer qu'on a le bon poids. Ici, on est assez constant. On se mesure toujours entre 162 et 164 grammes chaque rondelle qu'on fabrique. On va mesurer la résilience ou ce qu'on appelle dans le hockey le rebond, qui est très important pour pas que la rondelle rebondisse trop sur la glace. Il ne faut pas qu'elle rebondisse trop ou pas assez. Il va y avoir aussi les mesures de la planéité de la rondelle pour être sûr qu'elle glisse bien. Vous distribuez la rondelle à la compagnie Inglasco, dont on va parler plus tard dans l'émission, qui, elle, s'occupe de l'envoyer vers la Ligue nationale. Mais vous, ça fait quand même de nombreuses années que ce partenariat-là existe. Oui. Dans les années 80, plutôt en 84, il y a eu le développement et l'approche de M. Drolet, qui était la compagnie Inglasco, pour développer une rondelle qui était pour être utilisée dans la Ligue nationale. Il y a eu le développement de cette fameuse formule de caoutchouc secrète, pour justement rencontrer des normes très, très sévères et pour avoir le meilleur produit sur la glace. Ensuite de ça, les premières rondelles officielles qu'on a pu fabriquer et qui ont été distribuées à la Ligue nationale, ça s'est fait au début des années 90. Puis depuis ce temps-là, on fabrique les rondelles, ça fait plus de 30 ans. Est-ce que votre milieu a beaucoup changé, selon vous, depuis 30 ans au niveau de la fabrication des rondelles? Est-ce que c'est la même rondelle que les gens avaient dans les années 80 que celle qu'on a maintenant? C'est les mêmes spécifications, c'est les mêmes tests. Le caoutchouc a peut-être évolué un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. De façon mineure, quand même. Vraiment de façon mineure. Les outillages qui sont utilisés pour fabriquer la rondelle ont eu des mises à jour au fil des années parce que, veut pas, les écritures sur les rondelles ont changé, ont évolué. Le logo de la Ligue nationale a changé de côté des années 90. Mais le reste des spécifications sont demeurées les mêmes parce que le produit, ce produit-là peut affecter a beaucoup d'impact si on le change drastiquement
au niveau de toute l'histoire de la Ligue nationale. Je vous demande en terminant, quand vous allez voir un match de Ligue nationale de hockey, parlez-moi un petit peu peut-être de la fierté que vous pouvez éprouver de voir que les rondelles qui sont sur la Ligue nationale, que Sidney Crosby touche, c'est celle qui sort de votre usine ici, de là où on est présentement à Saint-Jérôme. Pour beaucoup d'employés ici, c'est une très, très grosse fierté de fabriquer les rondelles de la Ligue nationale. À Saint-Jérôme, nous avons des employés qui ont en moyenne 25 à 30 ans d'ancienneté. Et une grande majorité ont probablement touché à la fabrication des rondelles durant leur carrière chez Soucy Baron. Et aussi d'avoir participé à l'établissement de certains paramètres au niveau de la Ligue nationale, comme le paramètre de déterminer la procédure pour congeler les rondelles dans chacune des arénas. On a participé avec la Ligue nationale dans les années 2000 pour rendre quelque chose de plus standard, parce que c'était fait un peu différemment dans chacune des arénas. Maintenant, toutes les rondelles sont gelées vraiment, c'est ça? Sont gelées. On a fait des tests ici pour déterminer que la température idéale d'une rondelle doit être se situer entre -4 et -8 degrés pour avoir le minimum de rebond possible, parce que les joueurs n'aiment pas quand la rondelle rebondit. Et plus elle est chaude ou plus elle est gelée, le rebond commence à augmenter. Donc, il faut vraiment structurer la façon de congeler les rondelles. Ça ne peut pas juste être un saut de glace, ça peut pas... La Ligue nationale a fait un travail pour standardiser ça dans toutes les arénas. Bien, c'est un travail fascinant que vous faites ici. Félicitations pour le travail accompli depuis 30 ans. On est très fiers. On va vous présenter un petit peu plus tard à l'émission la suite de ce reportage avec la compagnie In Glasgow qui, elle, se charge de distribuer les rondelles de la Ligue nationale. On se revoit un petit peu plus tard à l'émission. Cette semaine, à la question quiz. Alexandre Alain revient de loin. Avant de s'illustrer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand et de signer un contrat d'entrée avec le Canadien, il a dû consulter un médecin à raison de spasmes d'eau. Quel avait alors été le verdict des médecins? Est-ce que c'est A, pincement du nerf sciatique, B, fracture ou C, tumeur à la moelle épinière? La réponse après la pause. La réponse est C. En décembre 2012, des spasmes d'eau ont poussé Alexandre Alain à consulter un médecin qui lui a appris qu'il devait être opéré à cause d'une tumeur à la moelle épinière. Le Québécois ratera finalement 5 mois d'activité et certains doutaient qu'il puisse rejouer au hockey à nouveau. Il connaîtra finalement un stage junior fort impressionnant dans l'uniforme des Olympiques de Gatineau et de l'Armada avant de signer un premier contrat professionnel avec l'organisation du Canadien le 24 avril dernier. On a récemment rencontré l'attaquant du Rocket dans le cadre du segment Parcours au hockey mineur. Oui, bien, moi, je suis un gars de Québec, de la région de Québec. Donc, j'ai grandi là-bas, j'ai joué mon hockey mineur là-bas, que ce soit à Mag, Novice, Atom. Puis oui, on s'appelait les gouverneurs de la Rive-Nord dans le Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Ça a été vraiment des bons souvenirs. On a toujours eu des bonnes équipes sur la Rive-Nord, on avait un grand territoire. Il y a plusieurs joueurs que j'ai côtoyés, même après ça, le junior majeur. C'était le fun de pouvoir les côtoyer. Puis le hockey mineur, veut pas, c'est comme ça qu'on peut se développer, c'est comme ça qu'on bâtit nos amitiés aussi. Puis même encore aujourd'hui, j'ai plusieurs amis avec qui j'ai joué au hockey mineur là, à Québec. Je dirais pas qu'il y a une personne marquante. Je pense que les entraîneurs dans l'association des gouverneurs de la Rive-Nord ont vraiment aidé. Et je pense que c'était vraiment une bonne organisation, puis ça a apparu. Les résultats étaient là à chaque équipe, à chaque année, que ce soit le Pee-Wee, Bantam, les jeunes après nous aussi avaient toujours des bonnes équipes. Donc il n'y a pas personne en particulier, mais juste les coachs. Les coachs que j'ai eu, Pee-Wee, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, on était l'élite de notre région, puis on réussi à développer des bonnes personnes puis des bons joueurs. Là. Bien, je jouais beaucoup à l'aréna de Sainte-Foy. C'était pas mal l'aréna centrale où on pratiquait, on jouait beaucoup de parties. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas, je me souviens encore des fois pendant l'été, on pratique là. Puis à toutes les fois que j'arrive à l'aréna, ça me rappelle des bons souvenirs quand j'étais jeune. Les victoires qu'on a eues, les pratiques, les camps d'entraînement, les camps de sélection. C'était beaucoup de stress pour nous, on était jeunes, pour les 2A, les doubles lettres. Puis non, cette aréna-là, ça me rappelle encore des beaux souvenirs, puis c'est sûr que je vais m'en rappeler. Là. J'ai quand même plusieurs blessures dans ma carrière. C'est sûr que quand j'ai eu ma tumeur dans le bas du dos, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû m'attenter pendant 5 mois environ du hockey. Il y avait beaucoup de risques aussi à la chirurgie. Il y a des chances que je ne puisse pas retrouver mes patins. Mais tout ça s'est bien passé. En ce moment, j'ai plus aucune séquelle. Donc, c'est tout derrière moi. Puis c'est souvent ce que je dis aussi aux gens, c'est que oui, physiquement, ça me nuit. Mais mentalement, ça m'a rendu meilleur aussi. Je me suis remarqué que la vie, des fois, ça tient juste à un fil. Il faut vraiment vivre au moment présent, vraiment profiter au maximum. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc vraiment profiter. Puis depuis ce moment-là, j'essaie de faire ça. Là.
Ben, je pense qu'il faut vraiment avoir du plaisir aussi à jouer. Je pense que le hockey maintenant, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Puis oui, c'est vraiment bon, mais je pense aussi de vraiment essayer d'être diversifié, de jouer au hockey, de pousser là-dedans, mais d'avoir du fun là-dedans. Je pense qu'il faut qu'après ça, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans, si tu veux continuer, mais il faut encore que tu aies la flamme pour continuer, il faut que tu aies la passion. Donc c'est sûr que si à l'âge de 10 ans, mais pour toi, le hockey, c'est rendu juste un travail quasiment, puis tu mets beaucoup de pression là-dessus, bien rendu à 20 ans, mais à un moment donné, tu seras plus capable d'encaisser ça. Donc je pense dans notre organisation où on était à Québec, je pense qu'ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus, puis tu veux pas, on était jeunes, on jouait pour s'amuser, puis dans ces moments-là, c'est souvent qu'on performe le plus aussi, là. J'ai beaucoup regardé avec Crosby quand j'étais jeune, je me cacherai pas. C'est un joueur que je regardais beaucoup. Même Patrice Bergeron, c'est un gars qui venait de Québec aussi. Je savais qu'il venait de Québec, donc je le suivais. C'est un joueur aussi que j'essaie de ressembler un petit peu. Son style de jeu, c'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est des joueurs que je regardais jouer. Et je me souviens aussi quand j'allais voir les remparts plus jeunes, les Marchessault, des gars comme ça. C'est des gars que je regardais, puis en ce moment, je m'entraîne avec lui l'été, ça me rappelle des souvenirs. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir voir qu'est-ce qu'il fait en ce moment, puis de pouvoir me comparer à lui pendant l'été, c'est vraiment plaisant. Ben, c'est sûr que je pense que c'est la persévérance. Tout le monde a dit, c'est quasiment un cliché de jamais lâcher. Tu vas avoir beaucoup d'embûches, faire beaucoup d'obstacles dans la vie. Ces obstacles-là, ces échecs-là sont nécessaires. C'est comme ça que tu vas pouvoir grandir, c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs puis de te développer. C'est important, comme j'ai dit, c'est vraiment de s'amuser aussi. Il faut que ça soit une passion, il ne faut pas que ça soit un devoir pour toi d'aller à l'aréna, d'aller pratiquer, surtout pas quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu veux juste avoir du fun, tu veux juste t'amuser, tu veux performer, mais l'important, c'est d'être avec tes amis, de performer là-dedans. Donc, c'est vraiment ça que je pourrais dire. C'est vraiment travailler fort, vraiment avoir du plaisir à faire ce que tu fais, là. Ici Anthony Duclair, vous regardez Hockey le magazine sur RDS. On vous a montré plus tôt dans l'émission comment se fabriquait une rondelle de hockey. Maintenant, dirigeons-nous dans un côté plus distribution au niveau de la rondelle avec M. J.D. Ross qui travaille chez Inglasco. M. Ross, vous travaillez de concert avec l'usine Baron-Soucy, mais expliquez-moi d'abord quel est votre rôle au niveau de la distribution de la rondelle. Oui, bien, regarde, Inglasco, c'est un licencié de la Ligue nationale depuis les dernières, au-dessus de 25 années maintenant. On est aussi le distributeur et le fournisseur officiel de la rondelle de joute de la Ligue nationale. Donc, nous autres, on reçoit les rondelles de Soucy Baron, le 10 noir, si on veut dire. Ouais. Puis on amène ça chez nous à Sherbrooke, où on appelait qu'on fait décorer la rondelle pour que ça soit joué dans la Ligue nationale. Les rondelles dans la Ligue nationale sortent tous de votre bureau d'Inglasco à Sherbrooke. C'est un contrat que vous avez 100% en exclusivité depuis de nombreuses années maintenant. Comment ça s'est fait, ce contrat-là? Il y a quoi, il y a 25-30 ans maintenant avec la Ligue nationale? Ça a commencé que la Ligue, ils ont exigé que les équipes nationales, toutes les 31 équipes, fallait utiliser une rondelle. Avant ça, auparavant, c'est bien sûr qu'il y avait déjà une rondelle qui était conforme avec un poids puis une grosseur. Elles étaient toutes similaires, mais c'était pas exactement la même à chaque fois, non, puis non plus. Vraiment, il y avait une compagnie qui était fournisseur pour une ligue. Alors, il y avait différents fournisseurs. Donc, comme on peut imaginer, il y avait peut-être une couple de fois où vous ne jouiez pas avec la même rondelle dans différentes arénas. Je pense que dans un match comme tel de Ligue nationale, les gens ne se rendent pas compte à quel point beaucoup de rondelles peuvent être utilisées. Parlez-moi-en un peu, mais je pense qu'il y a au-dessus de 25 rondelles par match qui sont utilisées. Oui, non, exactement. On dit en moyenne, c'est vraiment une moyenne pas fixe, mais une moyenne de 30 rondelles par match. La moyenne aussi de temps de jeu d'une rondelle avant qu'elle est retirée par l'arbitre, et ça peut être aussi bas que 2 minutes. Alors, quand on parle des matchs, on s'en vient au match éliminatoire ou des playoffs. Puis, on connaît tous comment il y a des doubles prolongations, des 3 prolongations. Alors, on monte à 50 rondelles par match dans ce temps-là. On ne sait jamais. Puis pour nous autres, c'est une bonne affaire parce qu'on en vend plus. Ouais. Bien, merci beaucoup. Puis je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour la suite de cette belle aventure-là qui dure depuis bien longtemps. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey.
Bienvenue à cette nouvelle chronique équipement. Je suis accompagné de notre spécialiste hockey, Éric Dupont, qui va venir aujourd'hui nous parler de sacs de hockey. Éric, il n'y a pas si longtemps, j'ai 2 enfants qui jouent, 2 garçons qui jouent au hockey. Et il n'y a pas si longtemps que ça, les jeunes trouvaient ça cool de rouler leur poche jusqu'à l'aréna, ce qui semble moins être le cas aujourd'hui. Effectivement. Chez les vraiment plus jeunes, il y a encore beaucoup de sacs à roulettes, parce que les sacs sont quand même pesants pour eux. Mais de plus en plus, les joueurs de hockey vont opter pour des sacs plus légers et plus de look pro comme les joueurs professionnels. Ouais. C'est vraiment ça qu'on vend de plus en plus. J'ai bien hâte de voir c'est quoi les nouveautés pour 2019. Tu as de quoi nous présenter? Commençons par le sac Warrior Pro. Le modèle de sac Pro est sans aucun doute le modèle le plus populaire sur le marché. Il est grand et facile à transporter. On peut même, sur certains modèles, ajouter le logo de votre club, ce qui peut créer un sentiment d'appartenance assez intéressant. CCM et Sherwood offrent des sacs exactement pareils aussi. Est-ce que les gardiens de but préfèrent ce sac-là aussi? Non, c'est un petit peu différent. Vu que leur équipement est un petit peu plus pesant, plus encombrant, beaucoup de gardiens de but vont opter pour des sacs avec des roues. Donc, je peux assumer qu'il y a un sac qui est spécifiquement fait pour les gardiens et leurs gros équipements aussi. Exactement. On va commencer avec le sac CCM Pro, qui est muni de 3 roulettes tout-terrain. Il est également muni de poignées renforcées et de pochettes intérieures. C'est très intéressant. Évidemment, c'est le fun de savoir qu'autant le gardien que le joueur peut y trouver son compte en y trouvant un sac adapté à ses besoins. Maintenant, là, tu nous présentes un plus petit sac de Under Armour qui est plutôt conçu pour un joueur qui veut aller en gymnase, mettons. Exact. C'est le sac parfait pour ça sur un voyage sur la route ou aller au gym. C'est léger, facile et pratique. Puis c'est un sac Under Armour qui est disponible dans plusieurs couleurs. Écoute, c'est pas très complexe, merci beaucoup, mais il reste que sûrement des conseils que tu veux nous partager lorsque vient le temps de sélectionner un sac. Exactement. Pour un sac de hockey, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Est-ce qu'on veut un sac plus gros, plus volumineux, avec ou sans roue? Avec la façon qu'il s'ouvre, les pochettes intérieures, extérieures, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous. Écoute, c'est sûr que les avancements technologiques sont moins grands que certaines pièces d'équipement, évidemment, parce que c'est un produit qui est beaucoup plus simple, mais c'est important de savoir ce qu'on veut et pourquoi qu'on veut, tu l'as si bien dit. Merci beaucoup, Eric, très intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule équipement. Ici Étienne Marcoux du Rocket de Laval, vous écoutez Hockey le magazine en RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder passe à l'action. Cette semaine, à la chronique sur la glace, je suis accompagné de Steve Brûlé, qui est un ex-joueur professionnel, également un entraîneur à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Steve, pas tous les buts dans la Ligue nationale sont marqués à la suite d'un échec avant ou du temps passé en zone offensive. Une stratégie qu'on peut utiliser, c'est l'aiguillage pour permettre la confusion chez les défenseurs adverses. Oui, exactement. On dit souvent qu'il faut être créatif pour pouvoir avoir des bons jeux offensifs. Donc, l'aiguillage va permettre de créer beaucoup de confusion chez les défenseurs, également d'acheter du temps et de l'espace pour les joueurs à l'attaque. Donc, beaucoup de choses à voir. Essaye de pas trop mêler mes défenseurs, Steve. Right? On va essayer, c'est bon. C'est bon. Steve, les joueurs sont en place. Évidemment, on a mis des joueurs dans chaque coin. Qu'est-ce que tu veux qu'ils exécutent et qu'est-ce qu'on veut regarder? OK. On va aller chercher l'aiguillage, donc aller créer de l'offensive et de la confusion chez les défenseurs. On va commencer avec 2 contre 0 pour que les joueurs maîtrisent bien le geste. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et après ça, on amènera la progression contre des défenseurs. Parfait. OK. Allez-y, messieurs. Bon, les boys. Excellent. Donc, excellent. Donc, on regarde, évidemment, la permutation, l'échange de position des 2 joueurs, l'échange de rondelles également, de la façon que l'échange est exécuté. Oui. Parce que quand même, ça peut sembler facile pour certains, mais pas si facile que ça en a l'air. Oui, stop. Donc, on a vu sur le dernier l'erreur, OK, le jeu de l'aiguillage. Ce qu'on veut faire, c'est un jeu d'attirer. Donc, si on se replace, les 2 joueurs, on vient se placer ici, OK? Le joueur ici avec la rondelle, et on a l'autre joueur qui s'en vient en aiguillage. Si on fait la passe trop tôt dans la même direction tout de suite, fais ta passe comme tu as fait tout à l'heure, le défenseur va tout de suite lire qu'il va y avoir un changement de direction qui va se faire, donc on ne sera pas attiré. Si, par contre, on recommence, et ce qu'on veut, c'est laisser la rondelle dans l'espace libre, dans la direction que le joueur s'en vient pour attirer. Donc, si le défenseur s'en vient et on attire la rondelle de l'autre côté, boum, là, je viens d'être battu par le défenseur. Ouais. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Et l'autre chose aussi, Steve, il est gaucher. Oui. Right? C'est important nécessairement de toujours être en protection de rondelle. Il y en a qui ont tendance à mettre la rondelle sur le revers ici. Le joueur passe derrière, mais la rondelle est exposée au bâton du défenseur. Très bon point. Tu ne veux jamais exposer la rondelle au défenseur parce que si les joueurs ramènent la rondelle du côté, le défenseur met son bâton, tu viens d'intercepter la passe. Oui. Donc, toujours le plus loin possible du défenseur à l'opposé. Et donc, maintenant, on va créer de l'offensive. Parfait. On recommence une fois ou deux, boys. On regarde ça comme il faut.
On vient d'exécuter. Hey, parfait. Excellent. Parfait. OK. Bon travail, bon échange. Maintenant, tu vas m'apporter une petite modification. Oui, une petite progression, donc pour que les joueurs offensifs doivent réagir avec un vrai défenseur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, dans les situations d'entraînement, mettre un entraîneur statique et faire réagir les joueurs. Donc, soit que tu mords à la fin, donc le joueur doit réagir, prendre un lancer, ou sinon, peut-être faire une passe rapidement en prenant son information. Parfait. Fait que pour l'occasion, c'est moi qui va se prêter au jeu. Je vais devenir le défenseur. Donc, je vais me mettre en situation de défenseur et essayer d'amener les attaquants à déjouer et à faire une lecture de jeu selon ma réaction que j'ai au centre de la patinoire. Excellent. Bon? Fait qu'on y va. Hop. OK. L'échange s'est fait très rapidement. Oui. J'ai continué. Pour moi, c'est une lecture qui était facile. Il faut que l'échange se fasse lorsqu'on est un à côté de l'autre. Le plus tard possible, un coup que le défenseur est attiré. Et si possible, c'est de mettre la rondelle dans l'espace libre, dans la direction que le joueur va pouvoir patiner dans la rondelle. OK, on recommence ça. Excellent. Donc, beaucoup mieux cette fois-ci. On a vu, on était beaucoup plus patient avec la rondelle. Lorsque le joueur a senti que le défenseur était attiré, a remis la rondelle au joueur. Ça a créé beaucoup d'espace pour l'autre joueur. Je ne sais pas si les gens à la maison ont bien vu. C'est la fraction de seconde ou la seconde que ce joueur-là a besoin pour exécuter un bon tir au filet. Exactement. C'était très bien dit. C'est ça qu'on veut créer. C'est du temps et de l'espace. Le joueur a eu beaucoup de temps pour effectuer son lancer et ça apporte beaucoup de confusion au niveau de la défensive. Parfait. Donc, si on fait on le fait de la même façon et que le défenseur nécessairement ne mord pas, il y a une option qui est ouverte à lui. Évidemment, je vais suivre la rondelle. On peut toujours remettre une deuxième passe au joueur dans cette situation-là. On est prêt? Donc, je mords. Exact. Parfait. On a vu ici, et ce qui est important que le joueur qui va recevoir la rondelle, c'est d'être en constante prise d'information. Donc, on ne peut pas être hypnotisé par la rondelle. Il doit être en prise d'information avant de recevoir la rondelle et aussitôt qu'à la rondelle, de tout de suite prendre une décision rapide. Donc, ça doit avoir la tête haute. Parfait. À partir de là, est-ce qu'on rajoute de quoi? Écoute, on peut y aller en progression de 2 contre 2 aussi, pour une pratique qui est le fun. Dans la pratique, les entraîneurs, c'est toujours des idées à faire, amener de la communication entre les attaquants et aussi chez les défenseurs pour une autre journée où on met l'emphase sur une défensive. Il y a toujours 2 aspects, le côté offensif et défensif, qu'on peut faire en même temps. Parfait. Merci beaucoup, Steve. Toujours plaisant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine à l'émission, encore beaucoup de choses pour vous. Oui, tout à fait. On va parler avec l'entraîneur des gardiens de but du Rocket de Laval, Marco Marciano. Et on va également parler avec la nouvelle entraîneur-chef des Canadiennes de Montréal, Caroline Ouellette, qui, après une longue carrière de joueuse, est maintenant devenue entraîneur-chef. On vous présente ça la semaine prochaine. Et moi, je reviens à la chronique sur la glace avec Alexandre Jacques. Aussi, Capsule équipement, la première de 3 capsules consacrées aux gardiens de but. À bientôt. Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.